j'ai donné mon rein gauche à mon père. 9 semaines plus tard, ma mère portait un toast à ma sœur, la présentant comme celle qui l'avait sauvée. Le cristal a heurté le bord du verre avec un son semblable à une petite cloche. Je me souviens de ce son précis, clair, brillant, d'une gaieté obscène, tranchant le brouhaha de la salle de bal au moment exactement inopportun. Le moment où ma mère a levé son verre, incliné le menton et laissé les larmes qu'elle retenait toute la soirée, couler sur ses joues en 2 lignes parfaites et entraînées. À Nathalie, a-t-elle dit, sa voix portant comme portent les voix, dans les pièces conçues pour la performance. Ma fille merveilleuse, compatissante, celle qui a véritablement sauvé la vie de son père. 22 verres se sont envolés dans les airs. J'étais assise à la table 18. Dans le coin de la pièce, coincé entre la porte de la cuisine et un groupe de tout-petits qui ne cessaient de faire tomber des fourchettes. Ma cicatrice avait 11 semaines, et tirait encore, quand je respirais trop profondément. J'avais conduit 4 heures dans une voiture de location. Je ne pouvais pas vraiment me permettre d'être ici. J'avais acheté une robe dans une boutique de consignation à Andersonville. Vert foncé, discrète, et je l'avais repassée la veille sur la planche à repasser de mon studio, pendant qu'une fièvre légère faisait nager les murs. Mon nom est Olivia Calder-Reed. J'ai 31 ans, j'ai été capitaine de l'armée pendant 6 ans. Je détiens une étoile de bronze. J'ai exactement un rein. Et ce jeudi soir de novembre, assise dans le coin du grand bal Hartwell dans la ville où je suis née et où on ne m'a jamais fait sentir la bienvenue, entourée par le son de la célébration, destinée à quelqu'un qui n'avait absolument rien fait, j'ai posé les 2 paumes à plat sur la nappe blanche, et j'ai commencé à me lever. C'est à ce moment-là que la main a agrippé mon poignet. Laissez-moi vous ramener en arrière. Parce que le toast n'était que la partie visible. C'était la pointe de quelque chose qui poussait sous terre depuis 19 ans. Et vous devez comprendre les racines avant de pouvoir apprécier ce qui s'est passé quand tout cela a finalement fait surface. Le nom de ma mère est Claire Wyndham Reed, 61 ans. Argent de la 3e génération de Boston du côté de sa mère. Bien que l'argent ait considérablement diminué au moment où il lui est parvenu, elle a épousé mon père, Desmond Aldis Reed, quand elle avait 26 ans. Il en avait 32, construisant déjà ce qui deviendrait Reed Medical Logistics, une entreprise de fourniture pharmaceutique de taille moyenne basée à Chicago. Au moment de ma naissance, ils avaient une maison à Lincoln Park, une résidence d'été à Door County, et ce type particulier de confiance sociale, qui vient du fait de n'avoir jamais vraiment lutté. Ma sœur Nathalie a 3 ans de plus que moi. Nathalie Joséphine Reed Pierce maintenant. Elle a épousé un homme nommé Corbin Pierce, à 28 ans lors d'une cérémonie, qui a coûté plus cher que les voitures de la plupart des gens. Elle a des pommettes qui se photographient magnifiquement, un suivi Instagram d'environ 40 000 personnes, et un talent pour être dans la pièce quand le crédit est distribué, devant lequel j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à m'émerveiller silencieusement. On me dit que je ressemble à ma tante Juliette. Juliette Wyndham est morte à 29 ans dans un accident de voiture sur le Massachusetts Turnpike. Elle était, selon tous les récits que j'ai jamais entendus, lumineuse, drôle, charismatique d'une manière qui faisait que les gens se sentaient vus plutôt qu'éclipsés. Elle et Claire étaient proches, supposément, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La rupture est arrivée avant ma naissance. Personne ne m'a jamais donné une version claire de l'histoire, mais le mot que j'entendais le plus souvent dans les conversations chuchotées, que je n'étais pas censée surprendre, était jalousie. J'ai la mâchoire de Juliette, ses yeux gris-vert, la même façon d'incliner la tête quand je réfléchis. J'ai découvert cela à 12 ans, quand une tante en visite de Concorde s'est figée au milieu de notre cuisine, et a dit doucement « Oh, Claire, elle ressemble exactement à Jules ». Ma mère n'a pas parlé du reste de la journée. 6 semaines plus tard, j'étais dans un bus pour la Trentham Academy for Girls dans le Vermont rural, avec une seule valise et aucune explication au-delà de « ce sera bon pour ton éducation ». Nathalie est restée à la maison. Nathalie était toujours à la maison. J'ai appelé depuis la cabine téléphonique du couloir du dortoir, lors de ma première nuit. Ma mère a répondu, a dit que je devrais me concentrer sur mon installation, et a passé le téléphone à mon père, qui m'a dit qu'il était fier de moi, et que le temps passerait vite. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai appris comment avancer malgré tout. Je me suis fait des amis, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai eu 4, 1 de moyenne générale.
J'ai appris que lorsque les gens ne vous offrent pas un endroit doux pour atterrir, vous pouvez construire vos propres callosités et atterrir durement. À 18 ans, je me suis engagée. Le recruteur de l'armée est venu au salon de l'emploi du Community College près de mon appartement. J'avais loué une chambre chez une enseignante à la retraite nommée Margot à Burlington, pendant que je déterminais ce qui venait ensuite. Et quelque chose dans la conversation a semblé être quelqu'un parlant enfin dans une langue que je connaissais déjà. Structure, objectif, responsabilité. Personne ne vous notait sur la façon dont ils aimaient votre visage. Personne ne m'a conduite au bureau d'enrôlement. J'ai pris le bus. Mon père s'est effondré dans la soirée du 20 juillet, au gala d'été de Reed Medical Logistics. Il portait un toast, ironie notée, quand ses jambes ont lâché. Les images de sécurité ont montré plus tard qu'il cherchait le podium alors qu'il tombait. Il avait 63 ans et gérait discrètement les premiers stades de la maladie polykystique des reins depuis 4 ans, sans le dire à personne, en dehors de ma mère et de son médecin personnel, le docteur Raphaël Okonko, au moment où l'ambulance a atteint le Northwestern Memorial. Les 2 reins étaient en défaillance. Stade 4. Le néphrologue traitant, le docteur Priya Subraman, a été direct avec la famille. Sans transplantation, il serait sous dialyse dans les 8 semaines et envisagerait une fenêtre de peu, être 2 à 3 ans au-delà. Il avait besoin d'un donneur vivant. Il en avait besoin rapidement. J'ai appris la nouvelle par une cousine qui m'a envoyé un texto. Son père est à l'hôpital. Pas de majuscule, 3 mots. J'étais stationnée à Fort Bragg à l'époque. J'avais quitté le service actif 2 ans auparavant, mais je faisais du travail de sous-traitance pour une société de conseil en logistique qui sous-traitait avec le DoD, ce qui signifiait que j'avais toujours des contacts, j'évoluais toujours dans les cercles militaires, je gardais toujours les habitudes de discipline que 6 ans de service avaient gravées dans mon squelette. J'ai demandé un congé personnel d'urgence cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'à Raleigh, Durham en 3 heures, et j'ai pris un vol de 6 heures du matin pour O'Hare. Il y avait un blizzard qui arrivait du lac, un vrai, du genre qui fait ressembler Chicago à une boule à neige secouée par un dieu en colère. Au moment où j'ai atterri, mon téléphone indiquait 6 pouces au sol, et ça tombait toujours. J'ai loué une voiture au comptoir Hertz, un Chevy Equinox gris qui sentait légèrement la restauration rapide de quelqu'un d'autre, et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec mes feux de détresse allumés tout le long. J'ai trouvé la famille dans le salon d'attente VIP, au 4e étage, parce que, bien sûr, Northwestern avait un salon d'attente VIP, et bien sûr, ma famille y avait accès. Claire était dans un pull en cachemire crème, un collier de perles, et une expression que je reconnaissais depuis l'enfance. Celle qui signifiait qu'elle jouait la composition pour un public. Nathalie était assise à côté d'elle dans une posture identique, faisant défiler son téléphone. Quand j'ai poussé la porte, trempée jusqu'aux genoux, par la neige fondue, dans laquelle j'avais marché dans le parking, ma mère a levé les yeux. L'expression a changé. Quelque chose s'est resserré autour de ses yeux. Olivia, pas une salutation, plus comme une notation. Où est-il? Ai-je dit. Il est en train d'être évalué. Tu n'étais pas sur la liste des invités du gala. Comment as-tu même? C'est mon père. Je me suis dirigée vers le couloir qui menait à l'unité de soins intensifs. Je veux le voir. Ma mère s'est mise en travers de mon chemin. Elle a physiquement bougé pour bloquer l'entrée. 61 ans, 1m62, et elle s'est plantée devant moi, avec la conviction absolue d'une femme qui n'avait jamais douté une seule seconde de son droit d'occuper l'espace. Les médecins sont avec lui, a-t-elle dit. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai contourné. J'ai été testée le 23 juillet. La coordinatrice de transplantation était une femme nommée Dileya Ferris, 14 ans de coordination de transplantation d'organes à Northwestern, ce qu'elle a mentionné non par fierté, mais de la manière dont les médecins mentionnent leur diplôme quand ils veulent que vous compreniez qu'ils en ont vu assez pour prendre les choses au sérieux. Elle m'a fait passer le dépistage de compatibilité avec une efficacité sans risque, groupe sanguin, typage tissulaire, test croisé. Elle m'a dit que les résultats prendraient 3 à 5 jours, et de ne pas trop espérer, que la compatibilité de donneurs vivant à cette spécificité était statistiquement peu commune. Elle m'a appelé à CEP 42 le 26 juillet. Capitaine Reed, a-t-elle dit. Elle m'appelait toujours capitaine, même si je l'avais corrigé 2 fois. Votre score de compatibilité est de 98%. Je fais cela depuis 14 ans. J'ai vu un 98 2 fois. Je me suis assise sur le bord du lit dans ma chambre d'enfance.
Claire m'avait autorisé à contre-cœur à rester dans la maison pendant les tests, bien qu'elle m'ait donné la chambre d'amis au sous-sol, plutôt que mon ancienne chambre, qui avait apparemment été convertie en bureau à domicile. Et j'ai tenu le téléphone contre mon oreille, et j'ai regardé la tache d'eau sur le plafond bas, et j'ai pensé à ce que signifiait être compatible à 98% avec quelqu'un qui ne vous avait jamais vraiment laissé entrer. Je vais le faire, ai-je dit. Nathalie, pour ce que ça vaut, avait été testée le même jour. Elle m'a appelé 4 heures après l'appel de Dileya pour me dire qu'elle pourrait être enceinte, elle et Corbin essayaient, et qu'elle ne pouvait tout simplement pas risquer une opération. Son obstétricien l'avait déconseillé. Elle s'était renseignée sur la préservation des ovocytes juste au cas où, a-t-elle dit, parce qu'elle prenait vraiment cela au sérieux. Elle n'était pas enceinte. Je le sais parce que 3 mois plus tard, elle a publié une photo de Pilates sur Instagram, avec une légende sur les objectifs corporels. Mais je ne le savais pas encore. J'ai signé les formulaires de consentement à 2h07 du matin le 28 juillet, assise seule à la table de la cuisine, dans la chambre d'amis du sous-sol, avec un stylo, que j'avais emprunté à l'infirmière de nuit, parce que j'avais oublié le mien en haut. Les formulaires faisaient 12 pages. Je les ai tous lus. L'opération était prévue pour le 4 août. Le 3 août, vers 16h00, ma mère est entrée dans le bureau du docteur Marcus Bellwether, président du comité d'éthique de transplantation de Northwestern, certifié en néphrologie et en éthique biomédicale, 30, et 1 an de pratique, et lui a dit que je souffrais d'un syndrome de stress post-traumatique sévère, non traité à la suite de mon service militaire, que j'étais psychologiquement instable, et que le consentement que j'avais donné n'était pas significativement informé. Je le sais parce que le docteur Bellwether a documenté la conversation. Il était obligé de le faire. Les demandes de ce type au comité d'éthique génèrent une transcription formelle, horodatée, et entrée dans le dossier de l'hôpital. Je n'ai pas vu cette transcription avant décembre, mais j'y arrive. Le docteur Bellwether a dit à ma mère que l'équipe de transplantation avait administré l'évaluation psychologique standard et n'avait trouvé aucune contre-indication. Il lui a dit que si elle avait des preuves cliniques spécifiques d'instabilité psychologique, elle était invitée à les présenter formellement au comité. Ma mère a dit selon la transcription, alors annulez simplement l'opération. Le docteur Bellwether a expliqué que l'annulation à ce stade sans donneur de remplacement accélérerait la défaillance rénale de mon père vers une issue quasi certainement fatale en quelques semaines. Ma mère a fait une pause, puis elle a dit, alors c'est son destin. Je n'aurai pas cette fille de retour dans cette maison en tant que héros. Elle l'aurait laissé mourir. Je veux que vous restiez avec ça, pas pour me faire du mal, pas pour protéger quelqu'un, juste pour que je ne gagne pas. L'opération a eu lieu le 4 août. J'ai été en convalescence pendant 6 jours, à Northwestern. Puis j'ai été renvoyée chez moi. J'ai conduit moi-même jusqu'à mon studio à Rogers Park, parce que Nathalie avait proposé de venir me chercher, et puis a envoyé un texto à 8h00, le matin de ma sortie, que quelque chose était survenu avec un événement caritatif. Mon père était toujours aux soins intensifs. L'opération s'était bien passée. Le docteur Okonko a décrit l'intégration du rein comme exemplaire, et ma mère était là avec lui chaque jour. Un fait que je savais parce que Nathalie m'envoyait des mises à jour avec le registre émotionnel de quelqu'un rapportant les conditions météorologiques. Papa va mieux. Maman reste positive. Le docteur est content des résultats. Il rentre peu, être vendredi. Papa a parlé de toi. Il est reconnaissant. Je suis restée allongée sur mon canapé pendant 3 jours, avec une fièvre de 38,3 degrés, en pressant un oreiller contre mon côté gauche parce que la position créait une légère contre-pression sur l'incision, et cela aidait légèrement avec le feu qui vivait là 24. J'avais des antibiotiques. Ils avaient attrapé une infection post-chirurgicale lors du suivi, un truc de bas grade que mon médecin généraliste, le docteur Constance Marclay, a traité avec une cure de 14 jours d'augmentin, et une véritable alarme, devant le fait que je n'avais personne pour vérifier sur moi. Elle m'a fait promettre de l'appeler si la fièvre dépassait 39 degrés. « Avez-vous de la famille à Chicago ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit que j'en avais. « Sont-ils ? Je serai bien, ai-je dit. Mes factures médicales sont arrivées au cours de septembre et octobre. La chirurgie de donneur vivant est couverte différemment, selon l'architecture de l'assurance. Dans ce cas, l'assurance de mon père était censée couvrir les coûts du donneur, ce que son courtier d'assurance, un homme nommé Todd Fish chez Meridian Group, avait assuré à l'hôpital qu'elle ferait.
Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une erreur cléricale lors du transfert de police, que ma mère a géré parce qu'elle gérait toute la paperasse du ménage, a fait en sorte que ma demande de remboursement des frais de donneur a été acheminée vers un numéro de police inactif. Au moment où quelqu'un s'en est rendu compte, la fenêtre pour certaines soumissions était techniquement fermée. Je me suis retrouvée avec 11 400 $ de factures médicales. Mon compte bancaire était à découvert de 340 $. Je gagnais 64 000 $ par an en travail de sous-traitance, j'avais 3 800 $ d'économie avant l'opération, et j'avais dépensé environ 2 200 $ en voyage, hébergement et perte de salaire, pendant la période de test et de récupération. Mon rein était dans le corps de mon père, fonctionnant à 92% de sa capacité. Pendant ce temps, en octobre, la Natalie Reid Kidney Health Initiative a été lancée. Je l'ai découvert de la façon dont je découvrais la plupart des choses concernant ma famille, accidentellement via les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre. Une femme avec qui j'avais servi à Prague, la sergente de première classe Danielle Troupe, m'a envoyé une capture d'écran avec un message qui disait juste « C'est ta sœur ». C'était une double page dans le Chicago Society Quarterly. Nathalie dans un blazer blanc lors d'un gala de charité tenant un chèque, géant cérémoniel de 83 000 $, fait à l'ordre du Northwestern Transplant Center. Le titre était « Héritage d'amour, comment une femme a transformé la tragédie de sa famille en une cause ». 3 paragraphes sur le sacrifice, sur le courage qu'il faut pour mobiliser une communauté autour d'un besoin médical, sur le lien personnel de Nathalie avec la cause. Mon nom n'apparaissait nulle part, ni dans l'article, ni dans les légendes des photos, ni dans les citations, ni dans la section de remerciements des donateurs, au bas, où la liste des contributeurs incluait un don de contrepartie de 40 et 1 500 $ de Reid Medical Logistics. Un don de contrepartie qui, selon les règles de l'IRS que leur comptable d'entreprise avait clairement lues attentivement, générerait une déduction fiscale de exactement 40 et 1 500 $. Mon rein était devenu leur abri fiscal. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Je bougeais encore prudemment à l'époque, sentant encore la traction de l'incision cicatrisante quand je m'asseyais sur des surfaces dures. Et j'ai lu l'article 4 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre terre, et j'ai regardé les dégâts d'eau sur le mur au-dessus du radiateur, et j'ai pensé à mes options. Je pouvais appeler. J'avais essayé d'appeler. Je pouvais me montrer. J'avais essayé de me montrer. Je pouvais écrire une lettre. Je pouvais parler à un journaliste. Je pouvais poster quelque chose en ligne, mais je n'avais aucune documentation au-delà de ma propre mémoire et de mes dossiers médicaux, qui étaient privés. Je n'avais aucune preuve de ce qui avait été fait. J'étais une femme avec une cicatrice fraîche, un compte à découvert, et le type particulier d'épuisement qui vient de mener la même bataille depuis si longtemps que vos os ont commencé à porter le poids de celle-ci. Je ne connaissais pas encore la transcription du comité d'éthique. Je ne savais pas encore ce que mon père faisait depuis septembre. J'ai rempli mon verre d'eau. J'ai pris mon antibiotique du soir. Je suis allée me coucher. Thanksgiving était mon idée d'une certaine manière, pas le dîner lui-même. C'était la production annuelle de Claire, toujours tenue au Hartwell Grand, parce que la maison n'était pas assez grande pour toute la famille, ce qui était une déclaration sur l'esthétique plutôt que sur la superficie. Mais j'ai conduit à ce dîner. J'ai conduit parce que mon père m'avait appelé, pas envoyé de texto, appelé. Sa voix au téléphone était différente de ce dont je me souvenais. Plus calme d'une manière spécifique, dépouillé de la couche de performance sociale qu'il avait toujours portée. Il a dit qu'il voulait me voir à Thanksgiving. Il a dit, s'il te plaît. J'ai quitté Rogers Park à 14h00, avec une robe en cachemire vert de la boutique de consignation d'Andersonville. La connaissance spécifique que je serais assise à la pire table de la salle, et aucun plan particulier, au-delà de la présence. Le plan de table a confirmé ce que j'avais prévu. Table 18, coin, adjacente à la cuisine. J'étais placée entre une arrière-tente avec des appareils auditifs qui étaient là pour la purée de pommes de terre, et un groupe de tout petits appartenant à des cousins que je reconnaissais à peine. Les tables principales de la famille, les tables 1 à 4, étaient disposées près de l'avant, où la lumière était meilleure, et le serveur circulait plus attentivement. J'ai regardé mon père à la table 1, il avait l'air mince. Il bougeait prudemment. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il se portait, quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, qui était l'immobilité particulière d'un homme qui a regardé la limite de sa vie, et est revenu changé par la vue. Il a croisé mon regard une fois à travers la salle vers 19h00.
Son expression était illisible sous la lumière de la salle de bal. À 19h43, ma mère s'est levée. La salle s'est installée dans l'attention de la façon dont les salles font quand Claire Reed signale qu'elle a l'intention de parler. Elle a levé son verre. Elle a arrangé ses larmes. Elle a dit les mots à Nathalie. Ma merveilleuse, compatissante fille, celle qui a véritablement sauvé la vie de son père. 22 verres se sont levés. J'ai posé mes mains sur la table, j'ai commencé à me lever. Une main a jailli sous la nappe, et s'est refermée autour de mon poignet gauche. Mon père était accroupi sous le long linge blanc, au bout de la table 18. Accroupi, un homme de 63 ans, se remettant d'une greffe de rein. Accroupi sur un sol de salle de bal, caché des lignes de vue de sa femme, et de sa fille aînée, par 40 pieds de Jean, et de nappes, et de géométrie architecturale. Son visage, quand je l'ai regardé, était pâle et brûlant en même temps. Il a pressé une serviette de cocktail pliée dans ma paume avec les deux mains, comme un homme passant quelque chose de fragile, comme un homme complétant une transaction qui avait pris des mois à organiser. Puis il s'est redressé doucement, et est retourné à la table 1. Personne ne l'a vu, personne ne regardait la table 18, j'ai déplié la serviette sous la table sur mes genoux avec le tout petit à ma gauche, essayant de me tendre une fourchette en plastique qu'il trouvait intéressante. L'écriture était tremblante, rapide, la main de mon père, mais urgente comme des mots écrits par quelqu'un qui ne sait pas combien de temps il a. Procuration médicale, la tienne, assurance 2, 3 millions de dollars, seul, bénéficiaire, 50 et 1% des droits de vote. Transféré, le 15 septembre. Ils n'ont aucune idée. Réduit toute la maison en cendres. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié, et je l'ai mise dans ma pochette, à côté de mon baume à lèvres, et de mon téléphone. À travers la salle, Nathalie a ri à quelque chose que Corbin a dit. Claire a touché son épaule. 22 parents ont fait teinter des verres qui étaient toujours levés en célébration d'une femme qui n'avait rien fait. J'ai attrapé mon verre d'eau. Ma main était parfaitement stable. J'ai remarqué cela spécifiquement, la stabilité de ma main, l'absence de tremblement, et je l'ai classé comme une information importante sur mon propre état d'esprit. J'ai terminé mon dîner. J'ai dit au revoir à l'arrière-tente avec les appareils auditifs. J'ai conduit jusqu'à Rogers Park, et je suis restée assise dans ma voiture dans le parking pendant 11 minutes avec le moteur en marche, en réfléchissant. Puis je suis montée, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le nom de l'avocate était Meredith Solano Graves, 44 ans, droit de l'Université de Chicago, 17 ans, spécialisée en contentieux des affaires et droit des successions. Je l'avais trouvée 3 mois plus tôt, j'avais commencé cette recherche tranquillement, par une intuition que je ne comprenais pas encore tout à fait. La façon dont on se prépare à une tempête, qu'on peut sentir sans pouvoir voir. J'avais eu une conversation préliminaire avec elle en octobre, juste exploratoire, rien n'était déposé. Elle m'avait dit que si les documents que je décrivais étaient réels et légalement exécutés, je devrais revenir avec des preuves. Je lui ai envoyé un texto à 23h47. J'ai les preuves. Pouvons-nous nous voir lundi? Elle a répondu accepte 2. Lundi à 9h, apporte la serviette et tout ce que tu as d'autre. J'ai conduit jusqu'à son bureau sur West Randolph 2 jours plus tard avec la serviette, mes dossiers médicaux, mes factures médicales avec la documentation de l'erreur d'acheminement, la capture d'écran de l'article de Chicago Society Quarterly, le fil de discussion de Daniel, et le nom du docteur Marcus Bellwether, dont je pariais qu'il avait une transcription qu'il n'avait pas détruite. Meredith a ouvert le premier dossier Manila. Elle a lu. Elle a ouvert le deuxième. Elle a lu. Elle a levé les yeux et a dit « Les actions sont datées du 15 septembre. Le jour où tu es passé sous le scalpel. » J'ai dit oui, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « La transcription du comité d'éthique. Tu as dit qu'il y avait une documentation. Je n'ai pas confirmé qu'elle existe, mais Dileya Ferris m'a dit officieusement qu'une demande avait été enregistrée. Meredith a écrit quelque chose dans la marge de son bloc-notes. Je vais la signer. Si le contenu est ce que tu décris, ce n'est pas seulement de la laideur familiale, c'est potentiellement une interférence délictuelle avec une procédure médicale et une preuve documentée d'intention de causer la mort de ton père à des fins successorales. Elle a fait une pause. Comprends-tu ce que tu es sur le point de faire? Je vais prendre ma place, ai-je dit. Elle m'a regardé un moment, puis elle a pris son téléphone et a commencé à planifier. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Reed Medical Logistics a été convoquée pour le 6 décembre à 14h00. L'avis a été envoyé aux 7 membres du conseil, au conseiller juridique principal,
un homme nommé Preston Ashby, 22 ans de gouvernance d'entreprise, et aux 3 plus grands investisseurs institutionnels de l'entreprise. L'avis venait du bureau de l'actionnaire majoritaire. C'était moi. Je me suis habillée ce matin-là comme si je m'équipais, pas avec la robe de consignation verte, avec mon uniforme de gala de l'armée, celui que j'avais stocké dans des sacs de nettoyage à sec depuis ma dernière fonction officielle, repassé et décoré, et portant tout ce que j'avais gagné. Je ne l'ai pas fait pour le théâtre. Je l'ai fait parce que c'était à moi, parce que je voulais entrer dans cette salle, en portant la preuve de qui j'étais. Je suis arrivée au bureau de Reed Medical sur Michigan Avenue à 13h53. Je n'ai pas frappé. Claire était à la tête de la table de conférence. Bien sûr qu'elle l'était. Elle gérait l'entreprise pendant la convalescence de mon père, et en était apparemment venue à penser à ce siège comme le sien. Nathalie était à sa droite dans un blazer crème qui correspondait à celui de l'article du magazine. 6 membres du conseil que je reconnaissais des cartes de vœux de l'entreprise étaient disposés autour de la table, avec l'immobilité prudente des gens qui sentent quelque chose de mal, mais ne l'ont pas encore identifié. Preston Ashby était à l'autre extrémité avec 2 associés et une pile de dossiers. J'ai marché jusqu'à la tête de la table, et j'ai déposé un document devant Ashby, sans ralentir. Il a regardé en bas, son visage a changé. La micro-expression d'un avocat, dont le cerveau réordonne sa compréhension de la salle. M. Ashby, ai-je dit, c'est la transcription du comité d'éthique du Northwestern Memorial Hospital, daté du 3 août de cette année. Je voudrais que vous lisiez à haute voix le paragraphe qui commence à la ligne 47. Olivia, la voix de Claire, le registre de la composition de performance, m'est tendu maintenant. Ce n'est pas, ai-je dit encore sans regarder ma mère. Ashby a lu. Sa voix était professionnellement plate. Le ton d'un homme qui a appris à présenter des informations sans éditorialiser. Mais on ne peut aplatir une voix que jusqu'à un certain point, quand les mots eux-mêmes font le travail. Il a lu la partie où ma mère disait que l'annulation signifierait la mort de mon père. Il a lu la partie où elle disait alors que c'était son destin. Il a lu la partie, et ici sa voix a fait une pause juste légèrement avant de continuer, où elle disait « Je n'aurai pas cette fille de retour dans cette maison en tant que héros ». La salle était complètement silencieuse. Le type de silence qui n'est pas paisible, le type qui a du poids et de la texture. L'une des membres du conseil, une femme nommée Ingrid Castellano-Burke, qui était chez Reed Medical depuis le début, et en qui mon père avait confiance depuis des décennies, a fait un son, pas un mot, juste un son, le son de quelque chose qui atterrit. Le visage de Claire était devenu de la couleur de la craie ancienne. Sa bouche était ouverte. Rien ne sortait. Je l'ai regardé. J'avais attendu ce moment depuis qu'une fille de 12 ans s'était tenue à un arrêt de bus avec une valise et aucune explication. J'avais attendu à travers 6 ans de service militaire et une chirurgie et une fièvre et une pile de factures, que je ne pouvais pas payer et un toast à Thanksgiving à la table 18 dans le coin à côté de la cuisine. J'ai dit exactement 5 mots. Lève-toi. C'est ma place. Elle n'a pas bougé. Je ne suis pas sûre qu'elle le pouvait. Son cerveau faisait toujours le calcul. Celui où elle était la partie lésée, celui où elle n'avait rien fait de mal, celui où le monde était arrangé selon ses préférences, et j'étais la perturbation. Je me suis penchée. J'ai mis ma bouche près de son oreille. J'ai dit la chose que j'avais préparée, la chose que j'avais écrite et révisée et portée jusqu'à ce que je la connaisse dans mon sommeil. Je lui ai dit que je savais qu'elle avait essayé d'annuler l'opération, que je savais qu'elle aurait laissé mon père mourir, que j'avais la transcription, et mon avocate aussi, et l'équipe juridique de l'hôpital aussi, parce que Meredith avait assuré que la documentation de Bellwether était formellement entrée dans le dossier juridique de l'hôpital, le rendant consultable. Je lui ai dit que les actions majoritaires étaient à moi, la procuration médicale était à moi, et que chaque décision financière qu'elle avait prise dans cette entreprise depuis septembre était maintenant soumise à mon examen. Je lui ai dit que la documentation fiscale de l'initiative de santé rénale avait été renvoyée à un comptable légiste, et que l'utilisation de la chirurgie non remboursée d'un donneur familial comme base pour un programme de contrepartie caritative d'entreprise sans la connaissance ou le consentement du donneur était quelque chose que l'IRS trouvait intéressant. Je lui ai dit une chose de plus, la chose qui a fait s'effondrer son visage entièrement. Je lui ai dit que papa lui avait écrit une lettre, qu'il l'avait donnée à Meredith pour la garder, scellée, qu'il avait dit à Meredith de l'ouvrir seulement si quelque chose lui arrivait, que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais que le fait de son existence, et le fait qu'il ait choisi de donner ses actions majoritaires et sa procuration médicale à la fille, qu'elle avait passé 19 ans à effacer, racontait une histoire tout seul.
Je lui ai dit que je n'étais pas là pour lui faire du mal, que lui faire du mal n'avait jamais été le point. Je suis juste ici, ai-je dit, pour prendre ce qui est à moi. Claire s'est levée, sa chaise a raclé fort. Elle a cherché juste un moment avant que le masque ne remonte, comme une femme qui avait construit tout son sens d'elle-même sur une fondation qui venait de céder sous ses pieds, comme quelqu'un debout dans les ruines de quelque chose qu'elle pensait avoir construit pour durer. Nathalie m'a regardée. Je l'ai regardée. Il y a eu un long moment où aucune de nous n'a parlé. Puis je me suis assise à la tête de la table, et j'ai ouvert l'ordre du jour que Meredith avait préparé. Et j'ai dit, commençons. 4 mois plus tard, le conseil de Reed Medical a voté en janvier le lancement d'un audit formel de l'initiative de santé rénale, avec des conclusions rapportées à la division de la surveillance caritative du procureur général de l'Illinois. La comptable légiste, une femme nommée Carrie Hossé d'un cabinet sur Lazal Street, a découvert que la contrepartie d'entreprise de 40 et 1 500 $ avait été structurée sans divulgation formelle de la relation familiale préexistante entre la fondatrice de l'association caritative et le donneur, ce qui est un problème selon les directives de dons caritatifs de l'IRS et le droit des sociétés de l'Illinois. Aucune charge criminelle n'a été déposée, mais l'initiative a été dissoute et les 83 000 $ qu'elle avait levés ont été redirigés vers le fonds de transplantation générale de Northwestern. Nathalie a retenu un avocat. Le compte Instagram est devenu silencieux. Mon père est venu me voir à Rogers Park un mardi de février. Il a conduit lui-même prudemment. Son médecin avait dit qu'il pouvait conduire à nouveau en janvier, et il a garé sa voiture dans la rue comme une personne normale et a sonné à mon appartement. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, qui est petite, et nous avons parlé pendant 3 heures. Il n'a pas demandé pardon, ce qui était intelligent, parce que je n'y étais pas encore. Il a expliqué septembre, qu'après l'opération, allongé en convalescence, il avait eu beaucoup de temps pour penser au choix qu'il avait regardé Claire faire pendant 20 ans et au choix qu'il avait fait en restant silencieux. Il a dit qu'il avait consulté Meredith par un arrangement privé séparément de l'avocat de la famille. Il a dit que c'était la décision la plus importante qu'il ait prise depuis l'épouse de la mauvaise femme. Je lui ai demandé pourquoi il avait attendu si longtemps. Il y a réfléchi et a dit « J'espérais que je n'aurais pas à le faire. J'ai compris cela plus que je ne l'aurais voulu. » Le docteur Priya Subramanian m'a envoyé un mot en janvier, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle avait entendu par Dileya Ferris parler de la transcription du comité d'éthique et de ce qui en avait résulté. Elle a dit qu'elle était contente que j'aie obtenu ce qui m'était dû. Elle a dit, et j'ai apprécié cela, qu'elle espérait que ma récupération était complète, signifiant la physique, bien qu'elle semblait comprendre que le mot avait plus d'une application. Ma cicatrice d'incision est argentée maintenant, plate et propre. Elle tire parfois quand je suis restée assise trop longtemps. Un rappel ténu que quelque chose a été retiré de moi et donné à quelqu'un d'autre. Cela ne me dérange pas. Je l'ai mérité. La fonction rénale de mon père, d'après ses derniers examens, est à 94%. Ce rein a mon ADN dedans. C'est, dans le sens le plus littéral, une partie de moi vivant à l'intérieur d'un homme qui essaie tardivement et imparfaitement de le mériter. J'ai quitté le studio de Rogers Park. En mars, j'ai trouvé un 2 pièces à Logan Square. Plus d'espace que nécessaire, mais je voulais des fenêtres. Je voulais de la lumière. Je voulais me réveiller dans une chambre qui était à moi de la manière dont les choses peuvent être à vous quand vous vous êtes battu pour elles, plutôt que de les avoir héritées. Mes factures médicales ont été payées en totalité en novembre grâce à un règlement avec la compagnie d'assurance que Meredith a négocié en environ 40 minutes. L'erreur cléricale dans l'acheminement de la police avait été, comme elle l'a dit à l'avocat adverse, suspectement pratique. Le transporteur a été en désaccord avec cette caractérisation et a réglé immédiatement. J'ai toujours la serviette de cocktail. Pas pour la sentimentalité exactement, mais parce que je veux me souvenir que parfois la chose qui vous sauve vous est tendue par quelqu'un accroupi sur le sol, caché sous une nappe, espérant qu'il leur reste assez de temps pour corriger les choses. Réduit toute la maison en cendres, a-t-il écrit, je n'ai pas mis le feu. J'ai simplement montré à tout le monde ce qui brûlait déjà.